Donc, comme le dit M. Khan, ce que je vais faire, je vais d'abord m'introduire. Je pense que beaucoup d'entre vous me voient et puis se posent la question. Moi, je suis quelqu'un qui est sortant de l'ISS de Nouakchott. J'ai terminé, j'ai obtenu ma maîtrise. Est-ce que celle-là aussi fonctionne? Ok, parfait. Donc, j'ai obtenu ma maîtrise de modélisation informatique de gestion en 1992 à l'ISS de Nouakchott. J'ai travaillé 1 an et demi environ. J'ai travaillé d'abord à la cellule d'appui chargée du crédit à la réinsertion de l'IBD, l'Union des banques de développement. Je pense que je ne sais même pas si la banque existe encore. Par la suite, j'ai travaillé quelques mois à Sigma. C'est une société parmi les premières sociétés d'informatique privée. Par la suite, j'ai continué mon 3e cycle en Tunisie. Donc j'y ai fait 7 ans. J'ai fait un DA en modélisation informatique de gestion. Par la suite, j'ai fait un doctorat en sciences de gestion. Bon, sciences de gestion, il faut comprendre recherche opérationnelle. Donc c'est mon domaine. Donc mon domaine de spécialisation, c'est l'analyse multicritère, mais les modèles de décision multicritères, mathématiques et aussi celles qui sont basées sur les méthodes de surclassement. C'est ça mon domaine. Mais ma recherche, je l'ai fait sur la compétitivité des entreprises tunisiennes. Donc j'ai utilisé le modèle DEA. Par la suite, j'ai sauté dans ce modèle-là et depuis lors, je fais toutes mes recherches dans ce domaine. Donc mon intervention ici est reliée à cette méthode-là. Donc j'espère que ce que je vais présenter va vous être utile. Je vais parler un peu de certaines applications que j'ai faites. La plupart de mes recherches appliquées, c'est dans le contexte canadien. Parce que j'y ai émigré depuis 2000. Depuis 2000, je suis là-bas. Et je suis à l'Université Laurentienne depuis 2005. Donc mes applications portent sur le contexte canadien. C'est récemment, quand j'ai établi des connexions avec le CESAC de Dakar, que j'ai commencé à faire des applications dans le contexte ouest-africain, surtout des applications au niveau de la CEDEAO. Donc c'est là-bas que j'ai rencontré Sidi. Je faisais un séminaire au CESAC de Dakar, donc il y a participé. Par la suite, j'ai participé à d'autres conférences aussi organisées au CESAC. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Quelqu'un de très motivé, très sérieux, très gentil. C'est lui qui a permis que cette connexion ait lieu avec votre unité de recherche. Donc si ce n'était pas lui, vous ne me verrez probablement pas. Donc, j'espère que ce que je vais dire ici va vous être utile. Je sais que certains d'entre vous connaissent déjà la méthode DA, mais vu que vous connaissez la méthode DA, je ne pense pas que je vais vous apporter nécessairement plus que ça. Bon, je peux vous donner mon opinion sur mon expertise de la méthode, mais je vais surtout présenter les modèles de base de la méthode DA pour que certains d'entre vous qui hésitent encore, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, peut-être que ça va les inspirer. Mais aussi pour certains professionnels qui sont ici, c'est aussi un outil. C'est un outil aujourd'hui qui est largement utilisé. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Son avantage, c'est de permettre d'agréger les critères. Donc, elle peut être utilisée comme étant une mesure de performance, une mesure d'efficacité, et elle peut vous permettre d'analyser ce que vous êtes en train d'étudier de façon très efficace. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est l'une des méthodes de recherche opérationnelle qui est la plus utilisée de la planète. Donc ceci étant dit, ce que je vais faire, peut-être on verra comment les choses vont se dérouler. Je vais faire en première partie, je vais parler de la méthode des modèles de base CCR et BCC. Donc CCR, c'est l'initiale des auteurs, Chance, Cooper et Rose. Et BCC, c'est Banker, Chance, Cooper. Par la suite, je vais vous montrer certaines des recherches que j'ai faites, théoriques et appliquées.
Et puis par la suite, je vais peut-être demain, aujourd'hui je ne sais pas jusqu'à quelle heure on va être ici, mais ce que je voulais faire, c'est qu'aujourd'hui on fait la méthode DA, on prend une pause. Pour ceux qui sont intéressés, on va faire de petits ateliers. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas leur ordinateur, donc peut-être quelque chose que j'ai oublié de mentionner. C'est si on pouvait faire de petits ateliers pour vous, avec des exemples, pour savoir, voir un peu comment la méthode DA fonctionne, avec le logiciel EMS et aussi le logiciel R, qui contient donc plusieurs programmes de la méthode DA que vous pouvez utiliser librement. Donc c'est ça que je planifiais de faire. Et demain, peut-être, je vais faire 3 présentations de papier que j'ai publié il y a quelques années. Donc ce que je planifie, c'est présenter un papier que j'avais fait dans le domaine des mines, des entreprises minières canadiennes. Le deuxième papier, c'est sur les entreprises de pétrole et de gaz. Et le troisième, c'est sur les banques. Donc, le choix est basé sur le fait que je sais que, bon, c'est des applications qui peuvent être très utiles ici. J'ai rarement vu des études qui sont faites sur la SNIM, par exemple, ou bien les entreprises d'or que nous avons maintenant dans le pays, ou bien des études qui sont faites sur l'entreprise qui exploite le pétrole. Donc, ça pourrait peut-être inspirer certains d'entre vous et voir ce qu'on a fait et puis voir peut-être s'ils peuvent utiliser cela comme étant des sujets qu'ils pourraient explorer dans leur doctorat ou bien dans leur master. Et puis les banques, je sais que si lui, il travaille sur les banques islamiques, peut-être que vous aussi, ça va vous intéresser, certains d'autres pourraient être intéressés. Donc je vais faire une présentation aussi d'un papier qu'on a fait sur les banques canadiennes. Donc c'est ça l'intérêt. Et puis après cela, tous ceux qui sont intéressés à la méthode DA sont les bienvenus pour discuter avec moi. Donc voir de quelle façon je peux aider et puis je peux en tout cas donner mon opinion, donner des orientations. Okay? Donc la méthode DA, c'est, comme je le mentionnais avant, c'est l'une des méthodes les plus prolifiques en recherche opérationnelle durant ces dernières 4 décennies. Donc vous pouvez faire la recherche Google, puis vous allez voir les applications. C'est monté de façon exponentielle. Moi, quand je faisais mon doctorat, c'était entre les années 96 et 2000. L'informatique n'était pas encore assez développée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, avec le développement informatique, les microprocesseurs, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des applications libres et puis qui ont mis les choses dans le marché. Donc, ce qui a facilité en fait l'utilisation de la méthode de ces applications. Donc, c'est l'une des méthodes où aussi quasiment tous les secteurs d'activité, des applications dans ces secteurs d'activité ont été réalisées. Pas uniquement en économie ou bien en finance ou ainsi de suite. Nous avons même des scientifiques dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la biochimie qui utilisent maintenant la méthode DA. Okay? Donc, c'est une méthode qui est basée sur les techniques de la recherche opérationnelle. J'en parlerai tout à l'heure quand je parlais de l'historique. La méthode, elle est en fait inspirée du travail des économistes, des gens de l'économétrie. Elle est basée, l'idée de base c'est ça, c'est la mesure de productivité, elle est basée sur ça. Donc l'inspiration vient de la mesure d'efficacité de Farrell, qui avait fait un papier en 1957. Donc, qui a mesuré cela comme étant l'extrant sur l'intrant, ou bien vous voulez l'output sur l'input.
Donc, ce que les auteurs de cette méthode-là, qui en fait Rhodes, Chance et Cooper, c'est Chance et Cooper qui sont vraiment les cerveaux de cette méthode. Rhodes, c'était leurs étudiants au doctorat. Donc, c'est le premier qui a fait une publication et ils l'ont appelée la méthode DA. Okay? Chance et Cooper, c'est des mathématiciens, c'est des génies de mathématiques. Ils ont fait beaucoup d'applications dans le domaine de la programmation mathématique multi-objectif. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont en quelque sorte généralisé l'efficacité de Farrell dans le contexte où on peut utiliser plusieurs extrants et plusieurs intrants. Et c'est ce qui fait du sens. Parce que si vous étudiez une entreprise ou bien un processus quelconque, vous voulez connaître l'efficacité et la performance de ce processus-là, vous allez regarder les ressources, si vous voulez, les intrants qui sont utilisés, et vous allez analyser les extrants que ce processus-là ou que cette organisation-là génère. Donc l'efficacité de cette organisation-là ou de ce processus, ce sera donc la meilleure façon pour celle-ci d'utiliser les ressources pour générer les extrants. Donc celle qui serait la meilleure, c'est celle qui utiliserait moins d'intrants pour générer le maximum d'extrants possible. Donc c'est ce principe-là qu'ils ont utilisé. Maintenant, la différence avec les modèles économétriques qui, le plus souvent, on formule des hypothèses, on dit que voilà, la relation est ceci. Non, il dit que nous, il n'y a pas de relation. On va laisser à chaque unité, bon, ils appellent ça unité de prise de décision. Mais quand on dit unité de prise de décision, c'est tout ça en termes techniques. Ça peut être une organisation, un processus, des individus, n'importe quoi. Donc, celle-ci, on laisse à celle-ci de déterminer sa propre fonction, son propre modèle, sa propre relation entre les intrants et les extrants. Donc la seule chose qu'on va dire, c'est qu'on va faire des moyennes pondérées des outputs sur les moyennes pondérées des inputs. Et on va maximiser ça. Ce qui fait que chaque unité va trouver la combinaison optimale du poids de ses intrants et de ses extrants pour maximiser son efficacité. Maintenant, pour limiter, en tout cas, ce ratio-là, ils vont le fixer égal à l'unité, à 100%. OK? Il ne peut pas dépasser 100%. Et aussi, vu que cette unité-là est comparée à d'autres unités, ce qu'ils font, c'est que pour chaque combinaison donc, du poids des intrants et des extrants, les autres unités de prise de décision avec lesquelles les comparer vont les utiliser également. OK? Et aussi, on met aussi la restriction que ça ne doit pas dépasser l'unité ou 100%. Donc, c'est ça l'idée de base derrière la méthode DA. OK? Je vous montrerai le modèle tout à l'heure, et le modèle mathématique tout à l'heure, et puis vous verrez donc ce que je suis en train de mentionner. Donc, comme je disais, il est né en 1978 avec la thèse de doctorat d'Edward Rhodes, donc le premier papier de Chance, Cooper et Rhodes. OK? Donc, j'avais mentionné que l'objectif, c'est de comparer donc, les inputs et les outputs, okay, de plusieurs unités de prise de décision. Donc, je donne un exemple concret. Vous voulez comparer les banques. Par exemple, vous êtes intéressé à faire un investissement dans les banques. Bon, il y a plusieurs banques. Vous voulez savoir quelle est la banque la plus performante, la plus efficace. Donc, les unités de prise de décision vont être des banques. OK? Les intrants et les extrants, ça va être donc quelles sont les ressources qu'elles utilisent et les extrants qu'elles génèrent, donc en termes de profit, en termes de bénéfices, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui serait donc le cadre donc, de comparaison. OK? Donc, je reviens rapidement donc, sur l'historique. J'en avais parlé tout à l'heure brièvement. Donc, tout ceci est né du travail de Farrell en 1957. Okay? Et la thèse doctorale d'Edward Rhodes, qu'il a complétée en 1978, est culminée avec la publication donc, du premier papier sur la méthode DA
de Chance Coupe-Euro. Donc ça, c'est le modèle de base. C'est le modèle qu'on appelle le modèle CCR. Ce modèle-là, il vous mesure l'efficacité globale ou l'efficacité totale. Okay? Et par la suite, il y a eu un deuxième papier. C'est celui de Banker, Chance Cooper. Vous verrez que c'est les mêmes personnes qu'ils ont encadrées. C'est Rajiv Banker. Lui aussi, c'était un de leurs étudiants de doctorat. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement fait une petite variation du modèle CCR. Bon, petite, mais en réalité qui a des implications majeures. Parce que le modèle CCR, il vous mesure l'efficacité globale. Okay? Ou si vous voulez, l'efficacité totale. Okay? Le modèle de Bank, Chance Cooper-Euro vous mesure l'efficacité pure. Donc, on a enlevé là-dedans l'effet de l'échelle. Donc, vous, les économistes, vous appelez ça les économies d'échelle. Donc, ils ont exclu cet aspect-là donc, du modèle original. Okay? Et c'est eux aussi, c'est Rajiv Banker et Chance Cooper aussi, qui ont déterminé que le modèle CCR a en fait deux composantes. Okay? Il mesure l'efficacité totale, mais on peut aussi scinder celle-ci en deux. L'efficacité pure et l'efficacité d'échelle. Donc, ce qui fait que quand on parle du modèle DA, c'est important de savoir lequel vous êtes intéressé à. Okay? Bon, il y a eu depuis lors, depuis les années 80, vraiment des publications de façon exponentielle de la méthode. Okay? Il y a eu plusieurs papiers qui ont essayé de faire une revue de littérature de ce qui a été fait avec la méthode DA. Donc, celle qui est la plus, en tout cas, bien faite là, c'est celle de Emrouj Nijad. Donc, Ali Emrouj Nijad, qui a d'ailleurs un site web qui est dédié à la méthode DA. Avant lui, il y a eu d'autres personnes qui ont fait ça. Je vais montrer tout à l'heure quelques papiers là-dessus. Donc, pour toute personne qui est intéressée à la méthode DA, cette chronologie-là, c'est important de la regarder. C'est important de lire les papiers qui sont mentionnés ici. Vous devez obligatoirement lire le papier de Chance Cooper-Euro, Banker Chance Cooper. Pas le lire une fois, pas le lire deux fois, pas le lire trois fois. Tu le lis peut-être des dizaines de fois. Moi, je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai relu. Bon, c'est les papiers de base. Si vous lisez ces papiers-là, vous maîtrisez ce qui est là-dedans, vous avez l'essentiel de la méthode DA. Donc, vous n'avez aucune difficulté de comprendre les autres publications dans le domaine DA que vous verrez. Vous allez voir que si vous êtes déjà familier, il y a eu juste des sophistications, quelques sophistications de ces modèles, mais l'essentiel est basé sur ces deux-là. Okay? Bon, vous m'excuserez parce qu'on compare toujours la méthode DA au modèle économétrique. Donc, nous, on dit que la méthode DA est meilleure que les modèles économétriques. Okay? Ça, c'est tout simplement les courants de recherche. Donc, les gens de recherche exponentielle considèrent que la méthode DA est plus appropriée pour mesurer l'efficacité des entreprises ou bien des organisations. Donc, pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas à formuler d'hypothèses sur les intrants et les extrants. Okay? Et puis, les unités de mesure peuvent être complètement différentes. Okay? On n'a pas à les remettre en ouguiya, en dollars ou ainsi de suite. Se ramener à les mêmes unités de mesure. Donc, on peut faire des combinaisons. Donc, le deuxième avantage, c'est la capacité de se ramener à une seule mesure, à un ratio. Okay? Et un très bon agrégat donc, des critères qui sont donc les intrants et les extrants. Mais le point le plus important, c'est le troisième. C'est l'aspect benchmarking que la méthode DA fournit. Parce que dans le domaine managérial, par exemple,
vous avez un département, par exemple, vous êtes en train de regarder votre historique sur, disons, 10 ans, pour voir si vous êtes amélioré ou pas. Vous allez bien sûr prendre vos intrants et vos extrants pour les différentes périodes. Vous allez utiliser la méthode DA, vous allez faire vos calculs, vous allez trouver les périodes où l'organisation était efficace. Mais vous allez aussi trouver les années où elle était inefficace. Supposons que les années les plus récentes, elle est inefficace. Mais vous voulez savoir c'est quoi la raison. L'avantage de la méthode DA, c'est de vous permettre d'identifier les sources d'inefficacité. Il va vous dire peut-être que vous avez eu trop d'intrants par rapport aux extrants que vous avez générés. Okay? Donc, vous allez savoir exactement là où est la source. Donc, vous pouvez par la suite développer des procédures, des politiques dans le but de vous améliorer, dans le but donc d'apporter des rectificatifs. Okay? Donc, ça, c'est l'avantage majeur de la méthode DA en termes managériels. Okay? Bon, depuis l'apparition donc de ces deux modèles-là, il y a eu plusieurs autres modèles qui ont été développés. Okay? Et la plupart, en fait, diffèrent tout simplement de comment elles traitent les paramètres d'enveloppement, le poids ou bien les multiplicateurs virtuels. Donc, il y a eu des développements qui concernent l'introduction de variables dichotomiques ou discrétionnaires. Donc, quand on va établir, par exemple, pour une unité de prise de décision, son efficacité et quand on va la projeter sur la frontière efficace, pour une qui est inefficace, quand on va lui déterminer donc, ses benchmarks, donc les valeurs des variables dichotomiques ne changent pas. Donc elles sont supposées rester les mêmes. Okay? Donc ce modèle-là de Banker et Morey permet donc de prendre ça en considération si vous avez des situations pareilles. Donc l'incorporation aussi du jugement et de préférence managériale. Donc ça, vous pouvez jouer sur... Parce que vous avez un modèle qui vous dit c'est la somme des outputs agrégés sur les inputs agrégés. Vous pouvez déterminer une relation entre le poids des intrants et des extrants. Okay? Vous verrez d'ailleurs qu'avec le modèle, si vous avez très peu d'unités de prise de décision, il a tendance à vous donner beaucoup d'unités qui sont efficaces. Une façon de régler cela, c'est de mettre des restrictions sur les poids, sur les multiplicateurs virtuels. Si vous pensez aussi que certains intrants ou extrants sont plus importants que d'autres, vous pouvez aussi incorporer cela. Donc, c'est ce que permet de faire donc, le travail de Dyson et Tanasulis et les autres. Okay? Donc, ça, c'est le travail de Banker, Rajiv Banker, que je disais, qui a fait le deuxième papier. C'est lui qui a introduit donc, l'efficacité d'échelle. Donc, ça aussi, c'est important parce que si on a besoin, si on connaît l'efficacité d'une entreprise, de connaître est-ce qu'elle opère avec des rendements d'échelle croissants, décroissants, constants. Donc, c'est lui qui a introduit cette notion-là. Donc, c'est important, surtout dans le domaine de l'économie, et vous en utilisez beaucoup. Ali et autres aussi ont incorporé donc, des relations ordinales. Donc, pour dire que celle-ci est plus importante que l'autre, faire un certain ordre entre également les intrants et les extrants. L'analyse de sensibilité a été aussi faite avec la méthode DA, avec Chance et autres, puis Chance et Neralik. Donc, en faisant tout simplement des petites variations sur le nombre, disons, d'unités de prise de décision ou bien le nombre d'intrants et d'extrants utilisés. Donc, on peut voir est-ce que l'efficacité d'une unité est stable. Donc, c'est ce qu'il propose, donc différentes approches pour faire cela. Et puis, deux autres aspects importants, c'est que les intrants et les extrants ne sont pas toujours déterministes. Ils peuvent être souvent ambigus, ils peuvent être souvent probabilistes.
Donc, ceci, il y a eu des introductions là-dessus. Moi, quand je faisais mon doctorat, j'avais travaillé sur la compétitivité des entreprises tunisiennes. Donc, il y avait des critères qui n'étaient pas nécessairement déterministes, qui étaient même ambigus. Donc, j'ai utilisé la modélisation floue là-dessus. Donc, le papier, je l'ai publié en 2004. Donc, c'est aussi parmi les premiers papiers des modèles DAF flou qui avaient été développés durant cette période. Donc, il y en a bien sûr d'autres, mais je cite ici seulement le travail que j'ai fait. Vous pouvez le regarder et voir s'il peut vous inspirer. OK? Donc, comme je le disais aussi au début, bon, j'avais mentionné le papier de Emrouj Nejad et Yang, mais il y a d'autres papiers qui peuvent vous être très utiles. Le travail particulièrement de Tavares de 2002. Ils avaient déjà dans leur site web, il est de Rutgers University aux États-Unis, ils avaient un fichier PDF qui était disponible en ligne qui va vous récapituler toutes les publications de la méthode DA jusqu'à 2000, je pense qu'à 2001 ou 2000, ou environ 2002. Donc ça, vous allez avoir la base. Et donc, sur cette base-là, vous allez vous en inspirer. Et puis, par la suite, Emrouj Yang, ce qu'ils ont fait ça par domaine, par secteur, et ainsi de suite, quoi. Donc, vous pouvez regarder ces papiers-là au cas où. Maintenant, je passe au modèle en tant que tel. Donc, le modèle a cette forme-là. Ce que ce modèle-là vous dit, c'est que nous comparons plusieurs unités de prise de décision qui sont représentées ici par ce qui est en bas J, de 1 à N. Nous avons N unités de prise de décision et nous voulons comparer ceux-ci sur la base de M intrant pour produire S extrant. OK? Donc, vous voyez ça, en tant qu'économiste, vous voyez ça comme étant un système de production. OK? Ce qui est représenté par la boîte. Bon, la première des choses, c'est que pour pouvoir faire cette étude-là, il est important de s'assurer que les unités que vous comparez utilisent la même technologie. Okay? Par exemple, vous n'allez pas comparer une entreprise manufacturière qui produit des voitures à une entreprise manufacturière qui produit du lait. Donc, il faut qu'il y ait une similitude des choses. Ça, c'est la première des choses. Okay? Et dans cette comparaison aussi, vous devez vous assurer que de façon exhaustive, vous prenez en considération tous les intrants et extrants pertinents. Parce que si vous en omettez, votre analyse devient caduque. Mais ça ne veut pas dire aussi que vous allez utiliser des dizaines et des dizaines d'intrants et d'extrants. Non. Vous devez raffiner vos critères de telle façon à ce que vous ayez des critères qui soient pertinents, mais qui soient assez exhaustifs. Donc, c'est ça la difficulté majeure avec la méthode DA. C'est de trouver les bons inputs et les bons outputs, ou si vous voulez, les bons intrants et les bons extrants, que vous allez utiliser donc dans votre étude. Okay? Et puis le reste, c'est de s'assurer que, bon, avec le temps aussi, pour que la méthode vous donne des ratios qui font du sens, il y a des standards que certains ont développés, c'est que le nombre d'unités de prise de décision doit être supérieur à un certain nombre de fois le nombre d'intrants et extrants qui sont utilisés dans l'analyse. Okay? Pour qu'il y ait une discrimination dans les ratios d'efficacité. Parce que si vous avez très peu d'unités de prise de décision par rapport au nombre total d'intrants et d'extrants, vous avez tendance à avoir des unités de prise de décision qui sont toutes efficaces. Et ça n'a pas de sens. Okay? Donc, voici à quoi ressemble le modèle original. Donc, vous pouvez remarquer que l'équation numéro 1, c'est la somme pondérée des extrants sur la somme pondérée des intrants.
Okay? Les Y, c'est les valeurs de l'intrant, de l'extrant I, non, de l'extrant R pour l'unité de prise de décision I. Okay? Et X, IS, c'est la valeur de l'intrant I, de l'intrant S pour l'unité de prise de décision I. Okay? Donc, mu R et nu S, ce sont les poids ou les multiplicateurs virtuels de ces intrants et ces extrants. Donc ça doit être résolu pour chaque unité de prise de décision I, qui est l'équation 1. Et souvenez-vous que dans la diapositive présente, il y en a n. Donc chacune d'entre elles doit résoudre ce modèle-là. Donc générer ses propres mu et ses propres nu. Ceux-ci, s'ils sont générés à l'équation 2, vous allez les utiliser, ils vont être utilisés par chacune des unités de prise de décision. Vous voyez donc J de 1 à n. Donc, vous allez calculer un ratio d'efficacité pour chacune des autres unités de prise de décision. Et vous devez vous assurer que c'est inférieur ou égal à 1 ou 100%. OK? Et puis, voilà les multiplicateurs virtuels. Habituellement, on les met supérieurs à epsilon, epsilon une valeur petite. Mais vous pouvez la jauger en fonction de votre étude. Okay? Est-ce que ça va? Okay. Donc, j'ai expliqué les notations en bas. Donc, habituellement aussi, bon, quand vous résolvez ça, vous faites tout simplement, vous attribuez l'indice 0 à l'unité que vous évaluez. Donc, à l'équation numéro 1, vous pouvez remplacer ça par H0. Est-ce que ça va? Donc, le modèle en question que vous avez ici, c'est un modèle fractionnaire. Le résoudre mathématiquement est très compliqué. Donc, le génie de Chance Cooper, c'est qu'eux, ils ont travaillé sur ces choses-là. Un modèle fractionnaire où vous avez des variables au numérateur, au dénominateur, ce n'est pas facile à résoudre. Donc, probablement, il y a des mathématiciens dans la salle, mais c'est des trucs compliqués. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, leur génie, c'est de dire que pour résoudre ça, nous allons maximiser le numérateur et nous allons fixer le dénominateur égal à l'unité. Donc ça, c'est quand on va faire tout simplement le modèle DA, mais on le fait orienté input. Orienté input, c'est que dans ce cas-là, c'est que ce qu'on recherche, c'est que on essaie donc de trouver la proportion des inputs qui sont appropriés pour générer les outputs des unités. Okay? Une autre façon aussi qui peut être faite, c'est de minimiser le dénominateur de 1 et puis de fixer le numérateur à 1. Donc dans ce cas, ce qu'on contrôle, c'est les outputs. On se dit que voilà, donc c'est quelle serait donc la proportion des outputs qui devraient être améliorés pour les mêmes inputs. Okay? Donc pour le premier cas, donc vous voyez à l'équation numéro 6, on fixe donc le dénominateur à 1 et donc on maximise le numérateur et puis on a remplacé le HI par H0. Ça c'est le H0, c'est la valeur de chaque unité de prise de décision va à un certain moment prendre l'indice 0. C'est quand elle sera donc évaluée à son tour. Okay? Vous voyez le reste, le 5, c'est tout simplement une transformation de l'équation 2. Okay? Vous pouvez l'amener côté droit et puis vous la ramenez à côté gauche. Donc, le modèle ressemble donc à celui-ci. Si vous avez donc le modèle CCR orienté input. Okay? Et comme je l'ai expliqué, le orienté input, vous donnera la proportion des inputs qui peuvent être réduits tout en maintenant donc les outputs au même niveau. Okay? Si vous faites l'inverse, ça veut dire vous minimisez le dénominateur et puis vous fixez le numérateur à 1, donc vous obtiendrez donc la proportion des outputs
qui pourront être augmentés tout en maintenant les inputs au même niveau. Okay? Donc là aussi, quand vous faites une analyse d'IA, c'est important de savoir le type d'orientation que vous devez utiliser. Parce que ça dépend du contexte. Si c'est les intrants que vous contrôlez, donc vous utilisez orienté input. Si c'est les extrants, vous utilisez donc orienté output. Bon, le premier modèle, c'est le modèle, comme j'ai dit, vous donnez donc l'efficacité globale ou l'efficacité totale. Donc celui de Chance-Cooper. Donc le deuxième modèle de Banker-Chance-Cooper, il y a une petite variation. Vous remarquerez ce qui est à l'équation 8 et 9, c'est tout simplement, vous allez voir moins U0. Ça, c'est le paramètre d'échelle qu'ils ont introduit pour enlever l'effet de la taille, l'effet de l'échelle dans le calcul donc, du ratio d'efficacité. Okay? Donc, ce modèle-là vous donne l'efficacité pure. Okay? Techniquement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça veut dire que tout simplement, on enlève l'effet de la taille dans la mesure de l'efficacité. Donc, elle va vous donner, en termes de managérial, ceci est très important. Parce que si vous voulez comparer la capacité de gestion des individus dans un département, dans une entreprise, ça va vous montrer exactement comment les gens ont été capables de faire la gestion dans la transformation de leurs intrants en extrants, excluant l'effet de la taille. Okay? Ce modèle aussi, une fois que vous calculez le ratio d'efficacité, il va vous déterminer l'efficacité d'échelle. Et l'efficacité d'échelle, elle est importante, surtout en termes macroéconomiques. Elle va vous dire, est-ce que vous avez la taille appropriée pour l'organisation en question ou pas. OK? Bon. Ces modèles-là que nous avons ici, bon, pour ceux qui connaissent la programmation linéaire, on les appelle les modèles primaires. Okay? Donc, vous voyez la méthode, c'est la méthode d'enveloppement des données. Donc, la notion d'enveloppement, il y a des paramètres spécifiques pour cela. Et j'avais parlé aussi du benchmarking. Si vous résolvez tout simplement ces modèles-là, celui-là et celui-là, vous allez obtenir, bien sûr, les multiplicateurs virtuels. Mais le plus important, c'est les modèles qui vont vous donner ce qu'on appelle les unités de référence, ça veut dire les benchmarks. Pour les unités qui sont inefficaces, elles ont des benchmarks. Et ce sont ces benchmarks-là qui sont importants. Cette entreprise-là, si elle veut, cette organisation, si elle veut s'améliorer, elle doit essayer de copier ce que l'autre fait. Donc, ce sont donc les modèles duaux qui vont vous permettre d'obtenir ces paramètres-là. Et les modèles en question sont ici. Donc, celui-là, c'est le modèle dual de ce modèle-là 4-7. OK? Et ici, les paramètres qui sont importants, ce sont les paramètres lambda. Ils vont vous identifier donc les unités de référence qui vont former donc le benchmark pour une unité inefficace. OK? Et les ratios d'efficacité vont être les mêmes. Ici, ça va être donc Z0 moins Y. Donc, comme expliqué en bas, les lambda donc, identifient donc, les unités de référence. Les Z0 indiquent donc la proportion des inputs lui permettant donc de produire une quantité d'output équivalente à ces unités de prise de décision. Okay? Et les SI, c'est tout simplement des écarts qui sont associés aux inputs et aux outputs. Parce que vous remarquerez que si vous générez vos unités de référence, il va toujours y avoir de petits ajustements à faire sur les inputs et les outputs. Donc, c'est ce que détermine donc les SI- et les SI+.
Et pour le modèle BCC, son équivalent est celui-là. Vous remarquerez que c'est tout simplement l'ajout de la contrainte 15, qui est sa différence avec le modèle dual du modèle CCR. Et celui-là, ce qu'il vous dit tout simplement, avec le modèle BCC, en générant donc les benchmarks, vous vous assurerez qu'une unité va être comparée avec des unités de même taille. C'est ça l'objectif, parce qu'on excluait l'effet de la taille. Donc, avec ce modèle-là, les benchmarks vont être réduits donc aux unités qui opèrent à peu près à la même taille. Okay? Donc, c'est pour cela donc la somme doit être égale à 1 pour ce modèle-là. Donc, ceci vous explique ici, ce fichier-là, je peux vous le partager éventuellement pour ceux qui veulent se remémorer des choses. Ici, ce graphique-là vous donne une idée de la notion d'enveloppement. J'ai pris ici un exemple où nous avons un seul entrant et un seul extrant, un seul input, un seul output. Si vous résolvez ce cas de figure-là, disons, j'ai juste pris des données hypothétiques quelconques, le modèle CCR est représenté en rouge. Okay? Et le modèle BCC est représenté ici en bleu. Okay? Ici, si on compare, par exemple, 6 unités de prise de décision, A, B, C, D, E, vous remarquerez que les unités B et C sont sur la frontière du modèle CCR. Okay? Donc, celles-ci vont être efficaces avec le modèle CCR. Mais ça, c'est l'efficacité totale. Okay? Avec le modèle BCC, vous voyez que l'échelle est ce qui est représenté en bleu. Okay? C'est une courbe qui est brisée comme ça. Donc, les unités efficaces avec le modèle BCC, c'est A, B, C, D et E. Okay? Donc, les unités F et G sont inefficaces avec le modèle BCC. Alors qu'avec le modèle CCR, c'est l'unité A, l'unité D, l'unité E, l'unité F et l'unité G sont toutes inefficaces. OK? Maintenant, j'avais parlé tout à l'heure de benchmark. Comment vous pouvez déterminer les benchmarks? C'est en projetant l'unité sur la frontière efficace. Par exemple, prenons F. F, si vous la projetez sur la frontière rouge, vous obtenez F seconde. Ce serait donc l'unité benchmark de l'unité F. Et l'enveloppement, le paramètre lambda, pour l'unité F, ce serait donc associé à l'unité B. Vous remarquerez, c'est la plus proche. Donc, ce serait donc B qui serait probablement le benchmark pour F. OK? Je prends un autre exemple. L'unité G, par exemple, pour le modèle BCC. Vous voyez, si vous le projetez sur la ligne bleue, vous obtenez G'. Et puis, vous voyez G' est en quelque sorte enveloppé par les unités C et D. Donc, c'est les paramètres lambda C et lambda D dont vous allez obtenir des valeurs positives avec le modèle BCC. Et ce sont ces deux-là qui vont déterminer donc le benchmark qui est donc G'. C'est donc une combinaison des inputs, des intrants et des extrants de C et D. Okay? Donc, ce sont ces types d'analyses-là qu'il faudrait faire et puis faire des recommandations dans le but d'obtenir des améliorations donc pour l'unité en question. Si c'est dans un contexte, bien sûr, managérial au sein d'une entreprise. Donc, ça, c'est tout simplement des explications plus détaillées. Donc, je vais sauter cela. La même chose que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement expliquée ici. Okay? Donc, on a vu le modèle de Bank-Charnes-Cooper, le modèle BCC. Donc, une fois que vous obtenez son ratio, j'avais mentionné au début que le modèle CCR vous donne l'efficacité totale. Donc, une combinaison de l'efficacité managériale et puis de l'efficacité d'échelle. Okay? Donc,
vous pouvez obtenir donc l'efficacité d'échelle tout simplement en faisant le ratio. Modèle l'efficacité totale sur l'efficacité pure, ou bien l'efficacité managériale dans un contexte de managérial, bien sûr. OK? Et ce que l'efficacité d'échelle vous dit, c'est qu'elle va vous donner tout simplement l'information. Si le ratio est égal à 1, ça veut dire que l'unité opère à la taille optimale. Sinon, elle n'opère pas à la taille optimale. Okay? Donc, dans un contexte aussi managérial, elle va vous dire que si vous avez les ressources appropriées, ou bien si vous utilisez les ressources appropriées pour l'unité en question ou pas. Bon, j'avais mentionné ça aussi avant. Il existe vraiment des dizaines et des dizaines de variantes de modèles DA maintenant. Donc, ce que la plupart font, c'est elles font des restrictions sur l'enveloppe, elles font des restrictions sur les multiplicateurs virtuels. Et puis, on essaie aussi de sophistiquer ça maintenant avec des techniques statistiques, okay? Avec par exemple le bootstrapping, donc pour des techniques de rééchantillonnage pour obtenir des ratios d'efficacité qui soient plus stables. Donc, il y a toute une variété. Et puis, on essaie aussi d'introduire là-dedans aussi d'autres techniques comme l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Donc, il y a maintenant, on essaie de sophistiquer ça beaucoup. Okay? Bon, il y a aussi, pour ceux qui sont intéressés, un site web qui est très intéressant que vous devez toujours regarder. C'est celui qui est maintenu par Ali et Moujnijal. C'est un gars qui est à UK et il maintient cette bibliographie depuis qu'il était étudiant au doctorat. Donc, ce gars-là, on a fait nos doctorats à peu près aux mêmes périodes. Hein. On est à peu près de la même génération. Il fait un bon travail. C'est un gars d'origine iranienne. Et comme vous savez, en Iran, il y a beaucoup de chercheurs. Mais ils ont beaucoup de gens qui font de la recherche dans le domaine de la méthode DEA. Donc, ils ont fait beaucoup de choses, et beaucoup de choses intéressantes que vous pouvez trouver dans ce site web-là. Bon, j'avais parlé aussi de la revue de la littérature, donc de regarder son papier avec Yang, mais aussi de regarder le papier de Tavares. Je ne sais pas s'il est encore disponible dans leur site web, mais ça c'est le lien le plus récent que j'avais là-bas. Donc vous pouvez aussi le regarder, ça va vous donner une bonne base. Et encore, quand vous faites la recherche, toujours commencez par les papiers originaux. N'allez pas sauter sur les récents papiers, vous vous limitez à ça. Parce que ces gens-là, on lit les autres papiers et on fait leur recherche. Donc, allez à la source. Allez à la source. Okay? Est-ce que vous voulez que je continue ou on fait une pause? Ou bien je finis ça, ok. Je vais finir cette partie-là après si vous voulez. Donc, ok, je finis cette partie-là après on va prendre. Bon. Est-ce que vous avez l'Internet ici? Oui. Si je clique, je vais avoir le lien. Oui, on va mot de passe pour insérer. Donc ça, ce que j'ai fait ici, c'est une liste de mes publications. Vous pouvez la voir dans mon profil que vous avez en haut. Si vous avez votre Internet, vous pouvez voir ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis en bleu le domaine d'application du papier en question. Donc, celui qui est en haut, c'est celui que j'ai fait récemment avec les gens du César. Bon, j'en ai fait quelques-uns, ce n'est pas le seul, mais j'ai choisi celui-là, c'est sur la finance inclusive, que je sais aussi pertinent dans le contexte mauritanien. Donc là, on l'a fait pour les pays de la CEDEAO. Okay? On a utilisé donc la méthode DEA.
Le deuxième papier, il est associé au 5e, parce qu'on les avait concurremment. L'autre, c'est sur les caisses de crédit. Ici, je ne sais pas s'il y en a. Bon, si on a par exemple, le développement là. CDD, voilà. CDD. Ouais. Caisse nationale. Ok, ouais. Il y a aussi un nouveau qu'on appelle caisse de garantie. Ok. D'accord. Les IMF. Ouais. Au Canada, il y a plusieurs caisses de crédit. Le plus souvent, c'est des associations. On les a dans certaines provinces en finance, certaines communautés en finance aussi. Donc, on avait fait une étude là-dessus. Et on a fait ça en parallèle avec aussi la performance des banques canadiennes. Mais on s'était limité au top 5, les 5 plus grandes banques canadiennes dans le domaine du commerce. Donc, ces deux papiers-là, pour ceux qui sont intéressés aux banques, aux caisses de crédit, aux types de financement, vous pouvez voir ce qui est fait là-bas. Et puis, ça peut vous inspirer. Le troisième, c'est porté sur les comment je vais traduire ça au Mills là? C'est l'éthique de scierie, du bois. Parce que le bois, c'est une ressource très importante au Canada. Donc, il y a certaines provinces, leur ressource majeure, c'est le bois, pour l'exploitation du bois. Donc, c'est des trucs de scierie en Ontario. Là, on avait fait cette étude-là sur la totalité des scieries de l'Ontario sur plusieurs années. Ouais, la province où je vis. Ouais, c'est une province où... C'est en fait la province la plus grande du pays. Environ plus de la moitié de la population canadienne est dans cette province-là. Et puis, on a aussi fait une étude sur les entreprises de génération d'électricité. Bon, ici, je pense qu'il n'y a que la Sonelec, mais là-bas, chaque province a sa compagnie publique, mais aussi il y a des compagnies privées, parce que certaines compagnies manufacturières achètent leur électricité avec des compagnies privées. Donc, on avait fait aussi une étude là-dessus. Ce papier-là, il est intéressant. Sidi me parlait de quelqu'un qui voulait faire un calcul sur Malmkus, l'indice Malmkus. Donc, voilà. C'est Khadija, c'est elle? Ok. Ouais, dans ce papier-là, on avait d'ailleurs fait, effectivement, on avait généré l'indice Malmkus sur cela. Donc, ça peut aussi inspirer. Donc, ça, c'est une continuation. Vous voyez ici, encore un autre papier sur les scieries. Et puis, un autre papier, toujours avec la même personne. Son nom, c'est Shahi. Lui, il travaillait pour les ressources naturelles du Canada, donc qui essaie d'aider les communautés du nord du Canada, les communautés inuits et les bandes, en fait les communautés indiennes, les autochtones indiennes. Parce qu'eux, ils ont des terres, ils ont des communautés, ils ont beaucoup de bois. Voilà. Donc, trouver la meilleure façon de les aider à exploiter les ressources. Donc, le bois, les scieries, mais aussi de générer des papiers. L'industrie du papier aussi est très importante au Canada. Ils en exportent beaucoup. Parce que les papiers que nous avons là, c'est fait à base de bois. Donc, ils traitent le bois coupé, les scieries. Une partie va aller vers la construction des maisons. Les maisons là-bas, c'est en bois. Hein. Toutes les maisons sont en bois. Vous voyez, c'est joli, mais c'est fait à base de bois. Donc, les scieries traitent ce bois-là
pour qu'il soit utilisable dans la construction. Et le reste est traité, mixé, transformé en papier. Okay? Plusieurs autres produits viennent là-dedans. Okay? Et les autres papiers sur les entreprises de pétrole et de gaz, et on en a fait aussi dans le domaine des chaînes de quincaillerie, okay? Sur les entreprises minières. J'ai fait aussi des papiers aussi dans le domaine des fonds mutuels socialement responsables. Donc ça aussi, peut-être que quelqu'un peut regarder ça, c'est le numéro 6. Ça peut inspirer quelques-uns. Bon, en fait, c'est le numéro 7 parce qu'il n'est pas numéroté ici. Le numéro 6, c'est sur les entreprises minières. Okay? Et ainsi de suite. Et puis, ça aussi, c'est parmi les premières applications que j'ai faites. J'ai fait aussi des applications de la méthode DA en travaillant avec un gars en comptabilité et finance, dans le domaine de la gouvernance. Ça, il fut une période où il y a eu beaucoup d'applications de la méthode DA avec. Parce que l'avantage de la méthode DA, c'est que les gens ont réfléchi, parce que les ratios financiers que nous avons là, qui sont calculés en finance, on utilise la méthode DA, ça permet d'obtenir un ratio d'efficacité qui fait plus de sens, qui permet de faire une analyse plus rigoureuse de ce que habituellement les financiers ou les comptables recherchent là-dedans. Donc ce qui a été fait durant cette période-là, c'est que partout où les ratios financiers avaient utilisé, le ratio d'efficacité de la méthode DA a été utilisé. Donc j'ai fait pas mal de papiers avec un gars de l'Université d'Ottawa, Richard Bozek. Lui, il est dans le domaine de la gouvernance des entreprises, les conseils d'administration, la représentativité, l'indépendance des conseils d'administration. Mais je sais qu'ici, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très pertinent, mais dans les pays développés, c'est quelque chose de très important. On essaie toujours de nommer dans les conseils d'administration des gens indépendants, des gens qui ont de l'expertise, des gens qui vont venir donner un jugement très rigoureux. Donc, nos analyses portaient sur ça et avec l'utilisation du ratio d'efficacité de la méthode DA. Donc, voilà globalement ce que je voulais parler de la méthode DA. On va prendre une pause et puis après cela, bon, si vous voulez, on peut par la suite faire quelques ateliers si certains ont leurs ordinateurs ici. Ouais. Donc on va voir si pour certains d'entre vous se familiariser avec ça, comment faire les calculs et puis ainsi de suite. Tu vas beaucoup m'aider. J'imagine que beaucoup sont déjà familiers avec le R. Okay. Il y a certains qui sont familiers avec EMS. Je pense que c'est seulement Khadija. Khadija, ok. Donc on va voir ça. EMS aussi est très pratique pour quelqu'un qui veut aller rapidement parce que l'autre aussi, si vous connaissez déjà R là, je vous recommande de continuer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et vous pouvez faire vraiment des analyses très sophistiquées avec ça.